Bonsoir Natacha Apana. Bonsoir. Rien ne t'appartient. Ce titre, ces mots contiennent, ou plutôt libèrent, je vous laisse le choix du verbe, une violence qui s'abat sur celle à qui il se destine. Pourquoi en avoir fait votre titre? Au cours de l'écriture de ce roman, au début, je n'avais pas de titre. Et ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que, en général, je n'ai pas de titre. Mon titre vient bien après, je tourne autour, j'en ai plusieurs ou j'en ai pas du tout. Je sais pas, pourtant moi qui suis formée pour être journaliste, c'est pas très bon signe. Mais quand j'ai écrit un passage en particulier où il y a la directrice d'un refuge qui dit au personnage principal rien ne t'appartient ici. Et je pensais, mais en fait, rien ne lui appartient ni ici, ni jamais, ni avant. Et j'avais noté cette phrase-là dans un coin de mon carnet. Et souvent, ce terme appartenir, cette négation aussi revenait. Et souvent, le terme de ce que l'on possède, ce que l'on croit être sien ou sienne, n'est pas. Donc, à la fin du texte, c'est le seul titre qui m'est resté parce que j'aime aussi l'idée que ce soit un titre en creux, que ce ne contienne pas que de la violence. Je ne l'imagine pas comme un titre violent, moi. J'aime beaucoup l'idée que ce soit un titre, en effet, qu'on croit être pour elle, parce qu'elle a été tant dépossédée de choses, mais au fond d'elle, il y a une dignité qu'elle a nourrie, gardée depuis l'enfance et qui reste intacte jusqu'au bout. Les premières pages de votre roman nous plongent au cœur d'un brouillard, celui qui habite l'esprit d'une femme et qui donc nous habite, puisque nous flottons à côté d'elle, sans savoir qui elle est et qui elle n'est pas. Pourquoi choisir de commencer ainsi? En réalité, ce livre, je voulais l'écrire comme, comment dire, comme un miroir, comme l'envers et l'endroit de quelque chose. Et la première partie, pour moi, c'était l'ombre. C'était l'ombre de Tara. C'était tout ce qu'elle avait enfui et qui revenait. Mais je travaille aussi beaucoup au-delà du fond, si vous voulez, au-delà de l'histoire. Je travaille aussi, j'ai besoin d'avoir une forme. Quand je dis forme, c'est pas forcément une architecture littéraire, mais c'est également un ton, une atmosphère, un climat. Et je voulais qu'elle soit dans un climat moite, humide, quelque chose qui amenait au glissement, parce qu'elle-même, elle glissait, elle dérapait, et que tout ce qu'elle touchait ou sans penser toucher lui échappait des mains. Et donc c'est ce climat-là que j'ai tenté d'instaurer dans cette première partie, et c'est un climat qui sied à son état d'esprit, puisque c'est une femme qui est emprise à des remontées de mémoire, à presque des sortes c'est pas des hallucinations, mais des vertiges, ne pas savoir où elle est, ni ce qu'elle a fait, comment même elle bouge. Et je trouvais que ce climat, cette atmosphère mouvant, humide, était parfait pour dire même son état d'esprit, ce flou, ce brouillard en réalité, dans son esprit. J'ai essayé de le transposer dans les mots. Vous écrivez « Quand le garçon est là, je deviens une femme qui balbutie, qui cherche, qui tâtonne, qui bégaie. Ma langue est lourde. J'émets des sons tel un petit enfant. Ça, ce, si. » Par ces phrases, nous pénétrons une autre dimension de la parole, une dimension qui s'éloigne du sens pour le son.
Qu'est-ce que le sonore peut exprimer par ce dépouillement en littérature? Est-ce que la langue est quelque chose que l'on possède ou que l'autre, celle ou celui à qui on s'adresse, va modeler par sa perception? D'abord, vous lisez très bien. Alors, le son en littérature, pour moi, il est important, mais c'est étrange, il est important au cours de l'écriture. Je peux avoir travaillé énormément ce que je veux dire. Je peux avoir trouvé qui parle, pourquoi cette personne parle, pourquoi ce moment, pourquoi cette histoire est nécessaire. Avoir balisé toutes ces questions que je me pose avant de commencer une histoire. Mais si je n'ai pas le son, et le son pour moi c'est la voix du personnage. Si je n'ai pas ça, si je n'ai pas sa tonalité, je n'arrive pas à écrire. Et souvent, tout le temps, je ne sais pas pourquoi je dis souvent, pour me rassurer je suppose, mais tout le temps, je commence quelque chose et j'en fais une version, 2 versions, 3 versions, parce que j'ai l'impression que le son, que ça ne sonne pas bien. Quand je le lis à haute voix, un passage ou une phrase, il y a quelque chose de dissonant. Donc pour moi, ça c'est très important. Au-delà du son, votre personnage principal possède une voix, une langue du corps, transmise et apprise par la danse. Quelle réponse? Quelle question? Est-ce que cette autre voix a le pouvoir d'exprimer? C'est un livre que, justement, tout à l'heure on parlait des voix et de la manière de raconter une histoire. Une histoire peut être très belle, très lourde de sens, mais j'ai l'impression que si on ne la raconte pas comme elle devrait être racontée, elle perd un peu de son lustre. Et pour moi, Rien ne t'appartient, c'est un livre qui se raconte par le corps. C'est le corps de Tara qui parle. Ce n'est pas son esprit, puisque son esprit n'est plus. Ce n'est pas sa mémoire, puisque sa mémoire lui échappe. Ce ne sont pas des souvenirs, puisque ce sont ses souvenirs hachés. Et donc, en tout cas, dans la première partie, c'est par le corps que cette histoire naît. C'est par le corps, d'ailleurs, que sa mémoire naît d'abord, puisque avant de se souvenir de qui elle était, elle se souvient de comment elle dansait. Faire exister en nommant, c'est peut-être l'une des plus grandes forces et donc peut-être aussi faiblesse de la littérature. Tropique de la violence est un livre dont je garderai l'empreinte très longtemps parce qu'il a fait vivre Mayotte autrement sur ma carte du monde. Il l'a fait vivre en littérature. Vous êtes journaliste et autrice. Vous habitez l'écriture dans plusieurs dimensions du temps. Comment est-ce que ces activités se nourrissent l'une l'autre et est-ce le même geste d'écriture pour vous? Non, c'est un geste très différent pour moi, ça l'a toujours été. Très rarement, ou je ne sais même pas si ça m'est arrivé, c'est-à-dire, imaginons que je pars en reportage, je vais pour quelque chose, et en billet, j'entends parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le reportage, et qui va me donner l'idée d'un roman. Mais j'ai l'impression que mes 2 hémisphères sont dédiés. Voilà, il y a un hémisphère pour le roman et l'autre pour les articles. Pour Tropique de la violence, je n'ai jamais pensé faire un article ou un documentaire parce que il y a pléthore de ces choses-là. On a tant dit, tant expliqué, tant prévenu sur l'île de Mayotte et il y a quelque chose que moi, parce que j'ai vécu 2 années sur l'île, il y a quelque chose que le journaliste ne pouvait pas dire, c'est que c'est une île en effet gorgée de jeunes, débordant de jeunes, d'enfants, d'adolescents, de jeunes gens, mais également c'est une île où les morts sont nombreux. Et il n'y a qu'en littérature qu'on peut faire parler les morts, où les morts ont une sagesse, où les morts peuvent nous dire quelque chose. Vous êtes également traductrice. Comment est-ce que les langues influencent votre écriture?
Est-ce que lorsque vous écrivez, les mots respectent leurs frontières, la frontière de la langue choisie, ou est-ce que vous vous nourrissez de toutes ces langues comme des fleuves pour aller vers l'écriture? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir... J'ai en effet eu la chance de naître dans un foyer où il y avait plusieurs langues, mais aucune n'était prédominante. Il y avait une langue pour les études, il y avait une langue pour l'intimité, il y avait une langue pour ma grand-mère, il y avait une langue pour mon père, enfin, voilà. Mais il n'y avait pas une langue pour la littérature. Et je n'ai jamais eu d'a priori là-dessus. Et je suppose que quand j'ai commencé à écrire, autour de 13-14 ans, je lisais énormément de livres en français. Et les livres en français, la littérature française, francophone, c'est une littérature, en tout cas à ce moment-là, que j'ai tenté d'imiter. Parce qu'on commence toujours comme ça. On commence toujours par vouloir faire comme. Ou alors à essayer de reproduire l'effet qu'un livre vous a fait. Parce que ça, je trouve ça magnifique, l'effet qu'un roman peut vous faire. Donc, et j'ai toujours écrit en français et j'ai toujours pensé mes livres en français. Je lis énormément d'anglais, enfin je lis, je dirais, à part égale l'anglais et le français, mais ma langue maternelle, c'est le créole, que je ne lis pas et que je n'écris pas. Donc, et je comprends aussi quelques langues indiennes, que je n'écris pas non plus, mais que je peux comprendre. Donc, je me dis qu'avoir choisi un tronc, en fait, français, qui se trouve être la langue française, c'est la langue dans laquelle je parle, mais je suppose que les autres langues finissent par infuser dedans. Mais j'aime à penser aussi que quand on écrit un livre, on n'écrit pas dans une langue, on l'écrit dans un langage. Et que ce langage-là, c'est son langage propre, c'est le langage propre du personnage, mais c'est également quelque chose qui est propre à vous. Par exemple, vous aviez parlé de Tropique de la violence, le langage qu'utilise Bruce est très différent du langage qu'utilise Moïse, alors qu'ils parlent tous les deux français. Mais la manière de pétrir cette langue-là et de le rendre n'est pas du tout la même. Vous faites partie de plusieurs comités de lecture. Qu'est-ce que la lecture pour vous? Quelle est la définition de votre verbe lire? Oui, je fais partie d'un comité, du comité de lecture de Gallimard, pas de plusieurs. J'avais vu également un autre comité pour un prix, je crois, de temps en temps, de manière ponctuelle. Oui, je le fais plus. Pardon. D'un comité de lecture. D'un comité de lecture. Vous voulez reposer la question? Non, ça va, vous non, allez non. Non, très bien. Pour moi, la lecture est l'autre face de l'écriture. Si on n'écrit pas, si on ne lit pas, on écrit, mais bon, il faut lire. Et moi, je lis énormément. Aujourd'hui, j'ai fait une rencontre avec des lycéens et une jeune fille m'a demandé quel est le conseil que je pouvais donner à quelqu'un qui voulait écrire. Donc, je lui ai dit 2-3 choses et après, je lui ai dit qu'il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Et c'est une nourriture pour moi, mais également, moi, j'ai plusieurs façons de lire. Je lis des choses qui m'intéressent, je lis mes amis, je lis parfois des livres juste pour la forme, la forme littéraire. Je lis parfois pour juste le sujet. Je lis de la poésie. Je lis des essais. Donc la lecture a des rôles tellement différents. Mais quand même, moi, je ne pourrais pas imaginer faire... Je pense vraiment, je crois que si j'arrêtais de lire, j'arrêterais d'écrire. Je finirais par arrêter d'écrire. Parce que c'est comme quelque chose qui me nourrit, qui rentre d'un côté, qui ressort de l'autre. Et puis j'aime lire ce qu'on dit sur le monde. J'aime savoir ce qu'on dit d'un pays, d'un point de vue de la fiction. J'adore ça.
quel livre, quel auteur ou quelle autrice nous invitez-vous ce soir à lire, à découvrir? À découvrir Natasha Brown avec Assemblage, que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Natasha. Merci à vous.